Et si l'investissement que tu cherches depuis des années n'était pas une action en bourse, pas un bien immobilier, pas une crypto-monnaie, mais un changement fondamental dans la façon dont tu te comportes chaque jour avec l'argent? Tu as peut-être déjà entendu que pour devenir riche, il faut investir. Et c'est vrai, mais ce que personne ne te dit, c'est que l'investissement n'est que la conséquence, pas la cause. Et tant que tu cherches la bonne stratégie d'investissement sans avoir d'abord construit les bons comportements financiers, tu construis une cathédrale sur du sable. Reste avec moi, parce que ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes va peut-être remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur la construction de la richesse. Imagine Thomas, 41 ans, ingénieur dans une grande entreprise à Paris. Revenu confortable, au-dessus de la moyenne nationale. Depuis 10 ans, il cherche le bon investissement. Il a essayé la bourse et a vendu en panique. Lors d'une correction, il a acheté un appartement locatif, mal géré, devenu un gouffre émotionnel et financier. Il suit des newsletters, des podcasts, des influenceurs financiers. Et pourtant, sa richesse nette n'a presque pas bougé en une décennie. Thomas n'a pas un problème d'investissement, Thomas a un problème de comportement. Et Thomas, c'est la majorité des gens qui s'intéressent aux finances personnelles. Des gens qui cherchent la bonne tactique, le bon produit, le bon moment, sans jamais s'arrêter pour regarder honnêtement leur propre comportement quotidien avec l'argent. Warren Buffett a dit quelque chose qui devrait être tatoué dans l'esprit de quiconque veut construire de la richesse. La richesse est le transfert d'argent de l'impatient vers le patient. Pas de l'ignorant vers le savant, de l'impatient vers le patient. Le comportement avant la connaissance. Et Charlie Munger, son partenaire de toujours, a été encore plus direct. Montre-moi tes habitudes et je te dirai ta trajectoire financière dans 20 ans. Pas tes investissements, pas ton salaire, tes habitudes. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Qu'est-ce que le comportement financier et pourquoi est-il plus puissant que n'importe quelle stratégie d'investissement ? Voici le concept central d'aujourd'hui, l'architecture du comportement riche. Ce n'est pas une métaphore abstraite, c'est une réalité mesurable. Les personnes qui construisent une richesse durable, pas celles qui gagnent une fortune du jour au lendemain, mais celles qui bâtissent quelque chose de solide sur des décennies, partagent toutes des comportements spécifiques, répétés, presque ennuyeux dans leur régularité. Et ces comportements créent une architecture invisible qui soutient tout le reste. Commençons par la première pierre de cette architecture, la conscience financière radicale. La majorité des gens ne savent pas exactement combien ils dépensent chaque mois. Ils ont une idée approximative. Ils sentent qu'ils devraient épargner plus. Mais ils n'ont pas de clarté réelle sur leur flux financier. Et sans clarté, il n'y a pas de contrôle. Sans contrôle, il n'y a pas de construction. Ce comportement, regarder ses finances en face, sans détourner les yeux, est le premier acte de richesse, pas parce qu'il génère immédiatement du rendement, mais parce qu'il établit une relation honnête avec la réalité financière. Et comme le dit Ray Dalio dans ses principes, la douleur plus la réflexion égale le progrès. Regarder la vérité fait mal, mais c'est le seul point de départ qui fonctionne. La deuxième pierre est ce que j'appelle la règle du paiement à soi-même en premier. Ce concept, popularisé par George S. Clason dans L'homme le plus riche de Babylone, est vieux de millénaires, et pourtant la majorité des gens font exactement l'inverse. Ils paient leurs factures, leurs plaisirs, leurs impulsions, et si quelque chose reste, ils épargnent. Mais il ne reste jamais vraiment quelque chose. Le comportement riche inverse cette équation. L'épargne et l'investissement sont prélevés en premier, automatiquement, avant toute dépense. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de système. Et les systèmes battent toujours la volonté sur le long terme. Pense à un jardin. Tu ne peux pas décider chaque matin si tu vas arroser tes plantes selon ton humeur. Tu construis un système d'irrigation. Et le jardin pousse, que tu y penses ou non. La richesse fonctionne exactement de la même façon. La troisième pierre touche à quelque chose de plus subtil et de beaucoup plus dangereux, la contagion du niveau de vie.
Il y a un phénomène psychologique bien documenté que les économistes comportementaux appellent l'hédonisme adaptatif. À chaque fois que ton revenu augmente, ton niveau de vie s'ajuste à la hausse, presque automatiquement, presque inconsciemment. Un meilleur appartement, une voiture plus récente, des restaurants plus chers, des vacances plus lointaines. Et pendant ce temps, l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu construis reste identique, ou parfois se rétrécit. Benjamin Graham, le père de l'analyse financière moderne, avait une obsession, la marge de sécurité. Dans l'investissement, elle signifie acheter en dessous de la valeur réelle pour se protéger des erreurs. Mais dans le comportement financier, la marge de sécurité signifie résister à l'inflation du style de vie. Garder un écart significatif et intentionnel entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, même quand tu pourrais te permettre plus. Ce comportement est contre-culturel. La société entière t'encourage à dépenser. La publicité, les réseaux sociaux, le regard des autres, tout pousse vers la consommation visible. Résister à cette pression n'est pas de l'austérité, c'est de la liberté. La quatrième pierre est la décision différée, l'un des comportements les plus puissants et les moins pratiqués dans la construction de richesse. Chaque impulsion d'achat non essentiel devrait traverser un filtre simple, attendre 48 heures avant de décider. Cela semble trivial, c'est révolutionnaire, parce que la majorité des dépenses qui sabotent la construction de richesse ne sont pas des décisions réfléchies. Ce sont des réponses émotionnelles à un état intérieur momentané. L'ennui, le stress, le désir de reconnaissance sociale, la peur de manquer quelque chose. La décision différée coupe ce circuit émotionnel et réintroduit la raison dans l'équation. Naval Ravikant parle souvent de l'importance de jouer des jeux à somme positive à long terme avec des personnes à long terme. La décision différée, c'est jouer un jeu à long terme avec toi-même. C'est choisir ton futur toi plutôt que ton présent toi. La cinquième pierre est peut-être la plus profonde. L'apprentissage financier comme comportement quotidien. Il ne s'agit pas de lire un livre par an sur les finances. Il s'agit d'intégrer une curiosité financière active dans le tissu de ta vie quotidienne. Comprendre comment fonctionne l'inflation. Apprendre ce qu'est réellement un actif. Étudier la psychologie des marchés. Comprendre la fiscalité. Observer comment les grandes fortunes ont été construites et surtout détruites. Robert Kiyosaki insiste sur une idée centrale, la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans ta poche, un passif en sort. La majorité des gens dépensent leur vie à accumuler des passifs qu'ils confondent avec des actifs. Des voitures, des gadgets, des logements surdimensionnés, pendant que leur capacité à créer de vrais actifs reste inexploitée. Mais comprendre cela ne suffit pas. Le comportement, c'est d'appliquer cette distinction dans chaque décision financière, chaque jour, pendant des années. Maintenant, voici où je dois être complètement honnête avec toi. Tu es peut-être en train de te dire « tout ça, je le sais déjà ». Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu connais l'importance d'épargner, d'investir tôt, d'éviter les dettes inutiles. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que ces connaissances sont devenues des comportements automatiques, des habitudes ancrées, une architecture de vie? Parce que la différence entre savoir et faire en finance se mesure en millions sur une vie. Adam Smith, dans sa vision de la richesse des nations, parlait de la main invisible du marché. Mais il y a une autre main invisible, celle de tes propres comportements quotidiens, qui façonne ta trajectoire financière bien plus sûrement que n'importe quel marché extérieur. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Les mauvais comportements financiers sont confortables. Dépenser pour se faire plaisir immédiatement est confortable. Éviter de regarder ses comptes est confortable. Remettre à plus tard l'épargne est confortable. Le confort à court terme est l'ennemi silencieux de la richesse à long terme. Chaque jour où tu choisis le confort comportemental plutôt que la discipline financière, tu fais un choix.
Tu choisis de rester là où tu es, plutôt que d'aller où tu pourrais être. Et le coût de ce choix ne se voit pas immédiatement. C'est là que réside sa dangerosité. La richesse sabotée par de mauvais comportements ne se manifeste pas comme une catastrophe soudaine. Elle se manifeste comme une stagnation lente, silencieuse, presque invisible, jusqu'au jour où tu regardes en arrière et tu réalises que 10 ans ont passé sans que ta situation financière ait réellement changé. Revenons à Thomas. Le tournant pour Thomas n'a pas été de trouver le bon investissement. C'est le jour où il a décidé d'arrêter de chercher la stratégie parfaite et de commencer à construire des comportements parfaits. Il a commencé à regarder ses finances en face chaque semaine sans se juger. Il a automatisé un virement vers un compte d'investissement le jour de sa paie avant même de voir l'argent. Il a introduit la règle des 48 heures pour toute dépense non essentielle au-dessus de 50 €. Il a remplacé 30 minutes de scroll sur les réseaux sociaux par 30 minutes d'apprentissage financier. Rien de spectaculaire, rien de révolutionnaire en apparence, mais profondément transformateur dans la durée. Parce que les comportements, répétés suffisamment longtemps, deviennent une identité. Et quand construire de la richesse devient qui tu es, pas seulement ce que tu veux, alors les investissements, les stratégies et les opportunités commencent à s'aligner naturellement. C'est l'effet boule de neige, pas celui de Warren Buffett avec les actions, celui de tes propres comportements, qui s'accumulent, qui se renforcent, qui créent une masse qui devient de plus en plus difficile à arrêter. La richesse ne commence pas dans un portefeuille d'investissement, elle commence dans la façon dont tu gères 10 €, puis 100, puis 1000. Elle commence dans la décision que tu prends ce soir au lieu de celle que tu remets à demain. Elle commence dans la conscience que chaque comportement financier, même petit, est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Et la personne que tu deviens, financièrement, détermine tout ce qui suit. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, laisse le mot « comportement » en commentaire. Pas pour l'algorithme, mais parce que nommer l'engagement le rend réel. Et abonne-toi à ce canal si tu veux continuer à explorer, ensemble, la psychologie profonde de la richesse consciente, parce que ce que nous construisons ici n'est pas une liste de stratégies financières, c'est une transformation fondamentale de la façon dont tu penses, ressens et agis autour de l'argent. La richesse est une conséquence. Le comportement est la cause. Tout commence là.